Bienvenue dans le 20h de RTI 1. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont été reçus par le président Alassane Ouattara. Les diplomates venus du Tchad, de la Tunisie, du Pakistan et de la République du Congo ont présenté leur lettre de créance au président ivoirien. Ouverture de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'espace UEMOA à Abidjan. Lors de la rencontre présidée par le Premier ministre ivoirien, les résultats quant à la mise en œuvre des réformes au niveau de la Côte d'Ivoire ont été jugés satisfaisants. 5 millions de francs CFA, c'est la contribution à la lutte contre le sida du ministère de l'Agriculture. L'enveloppe a été remise à la directrice du Fonds national de lutte contre le sida. Il s'agit pour elle de réunir suffisamment de fonds pour l'achat de médicaments et aussi pour continuer la sensibilisation. Et puis au Mali, au moins 21 villageois ont été tués dans la région de Bandiagara. Plusieurs personnes sont également portées disparues. Le bilan de l'attaque survenue lundi en fin d'après-midi est attribué au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1 ce mercredi 3 juillet. Le président Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui au palais de la présidence de la République les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en terre ivoirienne. Le Tchad, la Tunisie, le Pakistan et la République du Congo. Alexis Ouedraogo. Ils sont 4 nouveaux ambassadeurs à présenté ce mercredi au palais présidentiel leur lettre de créance au chef de l'État Alassane Ouattara. Dans leurs différentes déclarations, les ambassadeurs s'engagent à œuvrer au raffermissement et à la consolidation des relations excellentes qui existent déjà entre leur pays et la Côte d'Ivoire. La coopération entre le Tchad et la Côte d'Ivoire date depuis longtemps. Et cette coopération n'a pas vu l'horizon du temps. C'est resté intact. Et les Tchadiens qui vivent chez vous ici, presque 1 millier, peuvent témoigner de cette bonne coopération. Et cette coopération est appelée à se développer. Je suis là pour ça. Nous venons de rouvrir l'ambassade. Je suis là pour donner un élan nouveau à cette coopération. Et nous allons agir ensemble dans le domaine économique. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive en Afrique de l'Ouest. Vous êtes bien coté en économie et nous allons coopérer dans ce sens-là. Je compte beaucoup sur le président Ouattara et qui a une grande audience en Afrique et dans le monde. Nous comptons beaucoup sur lui. Plus de 160 entreprises tunisiennes sont implantées en Côte d'Ivoire. Les deux pays partagent des relations économiques et commerciales dynamiques que Sid Zaoudoui, nouvel ambassadeur, veut raffermir. La Côte d'Ivoire pour la Tunisie, c'est le premier partenaire commercial dans la région. La Côte d'Ivoire est la première destination des investissements tunisiens ici. Donc les chiffres sont là. Nous allons juste concentrer nos efforts pour raffermir davantage et surtout rapprocher davantage entre les opérateurs privés des deux pays. Les relations politiques se comportent merveilleusement. Nous avons des mécanismes de concertation et de dialogue permanents qui fonctionnent très bien et qui font que nos deux pays se rapprochent davantage d'un jour à l'autre. Donc nos efforts vont surtout à renforcer la coopération économique, à trouver de nouveaux créneaux pour diversifier les domaines de coopération. Pour le diplomate pakistanais Mahmoud Akhtar Mahmoud, l'objectif est d'améliorer la collaboration dans les domaines de l'agriculture, des banques et des entreprises financières. Autre point clé, celui de la formation. Je compte renforcer la coopération économique, promouvoir encore les échanges entre le secteur privé et le secteur public et surtout mettre en avant les points clés au programme national de développement de la Côte d'Ivoire qui sont
l'agriculture, la médecine, le textile. Nous comptons échanger aussi dans plusieurs domaines, surtout que dans le mois d'août à venir, il y aura une exposition qui, justement, sera une plateforme où les investisseurs privés pourront se retrouver. Il y aura ainsi à cette occasion des hommes d'affaires, des commerciaux pour justement favoriser la coopération qui nous est si chère. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, à cette occasion, justement, il y aura l'opportunité qui sera offerte afin de renforcer surtout le mécanisme d'attribution des bourses aux étudiants de Côte d'Ivoire. Le Pakistan accueille beaucoup d'étudiants. En visite d'État du 12 au 15 juin 2023 en Côte d'Ivoire, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, avait salué la signature de 13 accords de coopération avec la Côte d'Ivoire portant entre autres sur la diplomatie, l'agriculture, la sécurité, le transport maritime, l'hydrocarbure ou encore l'élevage. Pour Gaston Gakoso, nouvel ambassadeur de la République du Congo, il s'agit maintenant de traduire ces accords en action. Ma mission ici, à Abidjan, comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel, c'est de commencer à mettre en œuvre tous ces accords qui ont été signés sur le plan économique. Les politiques ont travaillé, maintenant c'est aux hommes d'affaires de travailler. Au terme de cette cérémonie de présentation de lettres de créance, les nouveaux ambassadeurs ont reçu les honneurs militaires exécutés par des éléments de la garde républicaine. Également dans l'actualité nationale, la 9e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'espace UEMOA qui a été présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le président de la commission de l'UEMOA a annoncé des résultats plutôt satisfaisants quant à la mise en œuvre des réformes au niveau de la Côte d'Ivoire. Aboulaye Koné. La revue annuelle des réformes portées par l'UEMOA dresse son bilan. La restitution des travaux de l'année 2023 a été présidée ce mercredi par le chef du gouvernement. Le président de la commission de l'UEMOA s'est félicité des progrès accomplis par la Côte d'Ivoire. Récemment, nous avons suivi l'actualité. On a vu, les évaluations qui ont été faites, les notations qui ont été faites, les appréciations en matière de gestion de la dette publique. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit inspirer l'ensemble des États de notre Union pour qu'on ait, une union économique, un espace qui continue à être viable, qui continue à être crédible, aussi bien vis-à-vis de nos populations que vis-à-vis du reste du monde. En plus d'être le leader économique de notre Union, la Côte d'Ivoire aussi se positionne comme leader aussi parmi les leaders dans le domaine de la transposition des textes communautaires. La revue 2023 a évalué plus d'une centaine de textes. Elle a également porté sur des programmes et projets communautaires en exécution dans notre pays. Cette revue, elle porte sur un certain nombre de composantes, principalement au nombre de 3. Une composante gouvernance économique et convergence, une deuxième composante qui porte sur le marché commun, et une troisième composante qui porte sur les réformes sectorielles. L'évaluation que nous avons eu à faire a permis de noter un taux d'exécution par la Côte d'Ivoire, un taux de 86%. Et ce qui est remarquable dans cette performance de la Côte d'Ivoire, sur ces 3 composantes, la Côte d'Ivoire est à plus de 80%. Dans chacune des composantes, la Côte d'Ivoire est à plus de 80%. Donc, ce qui signifie, un mouvement d'ensemble, une homogénéité dans la performance. Donc, je pense que c'est ce que nous recherchons dans tous les États de l'Union. La revue politique qui a eu lieu ce jour a été précédée d'une revue technique qui s'est déroulée du 6 au 8 novembre 2023. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. Et on reste dans l'espace UEMOA. Les médiateurs de la République de cet espace sont réunis à Abidjan. Une rencontre pour le renforcement de leurs capacités en vue donc de la réussite de leur mission de médiation. Eric Goré. Cet atelier régional des médiateurs et leurs collaborateurs de l'espace UEMOA a pour objectif de se doter des moyens nouveaux qui contribueront au rayonnement de ces institutions. Renforcer la crédibilité à travers le partage d'expériences et des bonnes pratiques en matière de médiation
institutionnelle. C'est Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui accueille ce rendez-vous du donner et du recevoir, dont le thème est « Contribution des collaborateurs à l'ancrage de la médiation institutionnelle dans l'espace UEMOA ». Awa Amadou Aboudou, médiateur de la République du Togo et présidente de l'Association des médiateurs des pays membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, a effectué le voyage d'Abidjan. Tenant compte de l'impact de l'effectivité de la libre circulation des personnes dans l'espace UEMOA, les médiateurs de l'espace se sont donnés pour mission de favoriser, je cite, l'approfondissement de l'état de droit, de la gouvernance et de l'intégration régionale. Adama Tungara, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, dévoile les perspectives qui s'inscrivent dans la pacification de la période électorale pour l'élection présidentielle de 2025. C'est dans cette perspective que dans le cadre de sa mission de renforcement de la cohésion sociale et en prélude à l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, l'institution de médiation ivoirienne a élaboré un plan d'action 2024-2025 visant à mettre en place une série de rencontres avec les populations et tous les acteurs impliqués dans le processus électoral afin de les sensibiliser à une élection présidentielle apaisée et sans violence. L'Association des médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, AMP UEMOA, a été créée en 2008. Un de ses objectifs principaux, promouvoir la bonne gouvernance. Le président du CESEC a pris part en France à une séance plénière du CESE, le Conseil économique, social et environnemental de France. Eugène Akaouele a aussi participé sur place au 5e Forum international des entreprises francophones. Il a réaffirmé ainsi l'engagement du CESEC en faveur de la coopération francophone. Amadou Ouattara. 16e arrondissement de la ville de Paris. Le palais d'Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental, CESE de France, abrite cette rencontre de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, UCESIF. L'organisation qui a été créée au Burkina Faso a 20 années d'existence aujourd'hui. L'événement est marqué par l'adhésion de son 24e pays membre, la Bulgarie. Thierry Baudet, président de l'UCESIF et du CESE France, révèle la bonne marche de la fêtière et l'important rôle joué par la Côte d'Ivoire. Il peut arriver au fil des évolutions politiques que certains de nos conseils soient momentanément fragilisés et dans ce cas-là, ils savent qu'ils peuvent compter sur la force de l'UCESIF et sur le soutien de toutes leurs organisations sœurs. La Côte d'Ivoire joue un rôle très important au sein de l'UCESIF. Nous en sommes convenus avec le président Akaouele que l'an prochain, c'est en Côte d'Ivoire que se tiendra notre prochaine Assemblée générale et ce sera le moment du passage de témoin à la présidence entre la France et la Côte d'Ivoire. À la séance plénière du CESE de France, l'invité spécial, le docteur Eugène Akaouele, premier vice-président de l'UCESIF, apporte une contribution à l'adoption du projet d'avis intitulé « L'espace francophone, relever des défis économiques et numériques pour assurer son dynamisme ». Nos pays sont des pays jeunes, nous avons 70 à 75% de jeunes. Il ne s'agit pas seulement de défendre une langue. Pour la défendre, on la défend avec des opportunités de travail. Et ces opportunités de travail ne peuvent être créées que par les entreprises. Il est bon que les trois plateformes des leaders, qui sont les chefs, la plateforme de dialogue que constituent les chambres consultatives et enfin la plateforme des acteurs de terrain, que sont les entreprises, doivent pouvoir de façon concertée jouer pleinement l'avenir de la francophonie. Cette contribution du président du CESEC de Côte d'Ivoire va s'étendre au 5e Forum international des entreprises francophones, FIEF, à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts. On retient de son exposé que l'économie et le numérique, réels enjeux d'aujourd'hui et de demain, constituent de puissants leviers pour les 88 pays de l'espace francophone.
Nous restons en France. Les autorités du secteur minier ivoirien sont à Paris. Elles y participent à la 7e édition du Mining on Top Africa, un rendez-vous annuel qui réunit les décideurs des secteurs publics et privés et aussi les organismes de financement. L'enjeu reste de trouver des solutions au recul des investissements dans le secteur minier, particulièrement dans l'exploration au niveau des minerais critiques. Lancine Bakayoko, notre envoyé spécial à Paris. L'or et le manganèse continuent de dominer l'activité minière en Côte d'Ivoire. Pourtant, le pays regorge d'immenses potentialités au niveau des minéraux stratégiques comme le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre ou le zinc nécessaires dans la fabrication des batteries. Problème, les investissements dans l'exploration en recul ne sont pas à la hauteur des attentes. La Côte d'Ivoire, via la Société de développement minier, est donc à Paris pour rechercher des investisseurs. La plupart des investisseurs qui viennent nous voir en Côte d'Ivoire vont dans la communauté or. Probablement qu'ils ne savent pas qu'au niveau des minéraux énergétiques, le potentiel y est. Nous sommes donc venus à ce sommet pour les convaincre parce que nous savons qu'il y a des réserves avérées en Côte d'Ivoire. Ici, dans la capitale française, les experts sont quasi unanimes. L'exploration minière passe par un certain nombre de conditions, dont les principales sont l'environnement socio-économique, l'attractivité du code minier et la construction d'infrastructures géologiques. Du côté des Européens, la coopération avec l'Afrique devait s'orienter sur 3 axes. D'abord des projets de coopération scientifique, des projets de formation, une coopération qui s'appuie deuxièmement aussi sur des projets conjoints d'exploration, d'exploitation ensuite. Et puis enfin, dernier point, une coopération aussi autour des nouveaux standards environnementaux et sociétaux. L'ambition de la Côte d'Ivoire est d'améliorer la part du secteur minier dans le PIB à hauteur de 6% à l'horizon 2025, contre 4% en 2023. Le code minier de la Côte d'Ivoire, c'est un code attractif. Sous la houlette encore du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sankafoua, la réforme de ce code est en cours. Il sera actualisé et il sera encore beaucoup plus attrayant. Nous sommes convaincus que nous serons parmi les premiers à avoir un code, je ne vais pas dire hyper attractif au niveau de l'Afrique. Plus de 150 délégués et 60 experts prennent part à ces rencontres qui devraient redessiner le partenariat inclusif et durable entre l'Afrique et l'Europe. En Côte d'Ivoire, on parle d'énergie renouvelable avec la signature d'une convention à Kong pour la réalisation d'une centrale solaire. Le ministre des Mines, du Pétrole, de l'Énergie, Mamadou Sankafoua, et le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, ont signé la convention avec la société Kong Solaire pour la construction et l'exploitation d'une centrale solaire voltaïque dans la région du Tchologo. D'un coût total de plus de 37 milliards de francs CFA, ce projet vient de s'inscrire dans le cadre d'un partenariat public-privé avec l'État et sa mise en service est prévue pour le 3e trimestre de l'année 2026. Dans la lutte contre le sida, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières apporte sa contribution, un montant de 5 millions de francs CFA. La directrice du Fonds national de lutte contre le sida a reçu ces fonds qui vont servir à l'achat de médicaments, mais aussi à poursuivre la sensibilisation. Didier Nguessan. Une somme de 5 millions de francs CFA remise par Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, à Nathalie Sokori, directrice du Fonds national de lutte contre le sida, FNLS. C'est la contribution du personnel du ministère à la lutte contre le sida dans le cadre de la campagne dénommée « Un timbre de solidarité » lancée par le Fonds. Vous avez en effet décidé d'épargner à nos citoyens les souffrances physiques, psychiques, économiques et sociales, ainsi que la mort prématurée que leur réserve le VIH. Plus encore, vous vous êtes engagé à concourir à la cession de votre pays à l'élimination du sida comme menace pour la santé publique à l'horizon 2030. Pour le ministre d'État, il ne faut pas baisser la garde dans l'éradication du VIH-Sida et l'apport de chaque citoyen est nécessaire. Le VIH-Sida est une réalité. C'est vrai, il y a des maladies
émergentes qui sont apparues après et qui semblent faire oublier que le sida est dans nos murs. Nous devons nous engager dans la voie de l'éradication de cette maladie et ne pas oublier que chaque acte que nous posons en faveur des démunis, en faveur des malades du sida, est un acte salvateur. Les timbres de solidarité émis par le fonds varient de 100 francs à 1 million de francs CFA. Plus de 9400 personnes décèdent chaque année du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, dont plus de 800 enfants de moins de 14 ans. Le directeur du Centre ivoirien anti-pollution, Siapol, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, professeur Ossé Bernard Yapo. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous parlons ce soir de la situation de pollution à Zonhounian, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Des personnes ont été intoxiquées, des poissons sont morts, l'eau a été polluée et rendue, on va dire, impropre à la consommation. Les populations pointent du doigt les activités d'extraction de la mine d'or d'Iti. L'exploitant dément formellement cela. Mais le Siapol que vous dirigez a confirmé hier, après les premiers résultats d'analyse, que ces sources ont bien été polluées par l'entreprise exploitante de la mine d'or d'Iti. Dites-nous, professeur, qu'en est-il réellement? Quel est l'état des lieux à ce jour? Merci. Je voudrais, avant tout propos, vous dire merci au nom du ministre Jacques Assaoui-Kounan, ministre de l'Environnement, pour l'opportunité que vous nous donnez de nous prononcer sur cette question pour éclairer plus ou moins l'opinion ivoirienne sur cette question. Il s'agit bel et bien d'une question de pollution générée par une activité minière. C'est depuis le 23 juin que le Centre ivoirien anti-pollution, à travers son antenne, qui se trouve à Mans, a été informé du fait qu'il y a eu donc un dégagement de boue cyanurée de la mine de Iti et qui a été déversé dans des canalisations plusieurs et jusqu'à 5 km d'écoulement, pratiquement 3000 litres de boue qui ruisselait à travers la canalisation et atteint la rivière à proximité et qui atteint finalement le fleuve Kabaï. Alors, lorsque nous avons eu l'information, le Centre ivoirien anti-pollution, en pareille circonstance, va investiguer sur la nature de la pollution et voir les mesures qu'il faut prendre pour pouvoir atténuer les méfaits, les impacts environnementaux issus de cette pollution. C'est ce qui a été fait et donc nous avons fait des prélèvements et des analyses qui confirment bel et bien que les cours d'eau ont été bel et bien contaminés par les polluants issus de l'extraction minière, donc de ces boues cyanurées qui ont été malencontreusement et donc déversées dans ces cours d'eau. Il y a eu des mortalités de poissons, effectivement. Nous avons été informés de certains malaises que subissent les populations. Oui. Les populations qui sont proches de ces cours d'eau, qui ont peut-être, je ne peux pas affirmer ici qu'ils ont consommé ces poissons, mais il y a eu des malaises. Donc, s'il y a eu des malaises, c'est qu'il y a eu un contact avec ces produits à travers les cours d'eau, à travers les ressources halieutiques, c'est-à-dire les poissons qui ont été peut-être contaminés et qui ont été l'objet de consommation. Donc, il y a eu bel et bien pollution générée par les boues cyanurées de la mine de Iti et qui ont contaminé les cours d'eau aux alentours. D'accord, professeur, vous parlez donc de polluants, mais quel est le niveau de la gravité de cette situation pour les populations riveraines donc, de ce fleuve et puis pour l'écosystème en général? Oui, il y a des impacts environnementaux, mais ici, il y a des impacts sanitaires qui sont liés. Effectivement, vous demandez le niveau de gravité, mais toute pollution entraîne toujours des conséquences graves en termes d'atteinte à l'écosystème. Donc, le milieu a été atteint parce que lorsque nous mesurons les concentrations d'éléments chimiques qui sont élevés dans le milieu, c'est-à-dire le milieu est fortement atteint. Le milieu est atteint et il peut s'ensuivre que les poissons qui sont dans ce milieu soient contaminés et la consommation des poissons peut entraîner des risques sanitaires et c'est ce que nous avons tout à l'heure expliqué. Donc, c'est aussi de gravité si nous n'intervenons pas. Mais après les investigations, on s'est rendu compte que le milieu faisant sa propre auto-épuration, nous constatons que pour des jours à venir, le mal serait circonscrit. Mais ce qu'il faut relever ici, c'est qu'au niveau de la mine, la source de pollution a été maîtrisée.
la source de pollution a été maîtrisée. Si elle n'avait pas été maîtrisée, les conséquences seraient peut-être beaucoup plus graves. Mais la source de pollution a été maîtrisée au niveau de la mine, et de ce qui nous permet donc de voir maintenant les effets collatéraux au niveau des écosystèmes aux alentours, pour voir les cours d'eau qui sont contaminés. Qu'en est-il également? Donc, à l'issue des premières analyses que nous avons effectuées, il y a eu vraiment des seuils de pollution assez élevés, mais nous savons que les milieux sont assez dynamiques. Il peut y avoir des épurations qui vont se faire, et donc les analyses dans les prochains jours vont nous confirmer de la nature des conséquences qui perdurent ou bien qui sont atténuées dans la zone de Zoogné. D'accord, quand vous parlez de conséquences atténuées, c'est assez rassurant, mais est-ce que ça veut dire que les populations riveraines ne risquent plus rien? Ah non, pour l'instant, il y a eu des mesures conservatoires qui ont été prises par le ministère de l'Environnement et les autres ministères concernés. Il y a eu beaucoup de visites, tous les ministères concernés donc, ont fait les déplacements dans la zone pour s'imprégner de la situation. Il y a eu beaucoup de discussions. Aujourd'hui, la consommation des eaux qui ont été polluées est interdite à la population, à l'égard de toutes les sensibilisations, les messages de sensibilisation qui ont été portés. Ne pas consommer les poissons ni les animaux morts aux alentours de ces cours d'eau, de ces points d'eau. Mais également, il y a de la distribution d'eau qui est faite dans la zone aujourd'hui pour soulager les populations, en attendant que les analyses nous confirment que le danger est derrière nous. Et c'est à l'issue de là que nous devons donner les informations selon lesquelles les habitants des populations peuvent reprendre service dans le milieu, reprendre les mêmes habitudes. Voilà. Alors avant cela, en attendant qu'on puisse justement déterminer si les populations peuvent reprendre leurs habitudes, des mesures ont été prises par le gouvernement en dehors donc de la sensibilisation et de l'eau. C'est quoi exactement ces mesures? Les mesures, comme je le disais, interdiction de consommer ces eaux, poissons qui sont pollués, interdiction de consommer les poissons issus de ces milieux, les animaux également. Et puis, toutefois que des personnes se sentiraient mal à l'aise, de joindre rapidement les centres de santé pour se faire diagnostiquer. Parce que ce que nous a été donné de constater, il y a des personnes qui ont eu des cas de diarrhée, des cas de maux de tête, ainsi de suite. Donc, ce sont les effets. Donc, une fois que cela perdurait, donc, ce serait mieux de rejoindre les centres de santé. Mais ce que je voudrais signifier, qui est assez rassurant, c'est que jusque-là, il n'a pas été notifié des cas de mortalité de personnes. Voilà. D'accord, professeur, on a parlé des populations. Qu'en est-il donc de cette entreprise à l'origine de toute cette pollution? Est-ce qu'elle est en règle? Comment l'accident a pu survenir? Oui, comme on l'a dit, c'est un accident qui est survenu. Sinon, l'entreprise est en règle. C'est une grande mine, la mine de Ity, quand même, c'est une grande mine qui fonctionne depuis 1991. Elle a ses arrêtés d'autorisation, elle a fait ses études d'impact environnemental et social. Et donc, elle a même fait l'objet d'une inspection semestrielle, je crois, dans le mois de juin, par le Centre ivoirien anti-pollution. Donc, c'est de voir les conformités environnementales. Sur les questions, nous confirmons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et donc, j'ose dire qu'au plan administratif et technique, la structure est en règle. Mais vous savez qu'en matière d'industrie et autres, on ne peut pas être en règle 100%. Il n'y a pas de risque zéro. Il y a eu un événement, c'est un accident qui est survenu et dont les conséquences sont vraiment mesurables. D'accord. Alors pour terminer, dites-nous à peu près dans quel délai est-ce que les populations pourront reprendre donc la normalité? D'ici la semaine prochaine, le Centre ivoirien anti-pollution, même ce matin, nous sommes encore sur le site, en train de faire les prélèvements dans la zone de Toulopleu pour voir si la source d'eau qui est utilisée par la SODECI pour la production d'eau potable, si elle n'est pas impactée. Donc les résultats, cette demande pourront les avoir dans un délai de 24 à 48 heures. Et à la suite de ça, nous allons faire une évaluation globale de toutes les eaux, de toute la zone à partir de la semaine prochaine, qui nous permettra de donner le verdict, si vous voulez, les dernières recommandations pour permettre à la population d'être beaucoup plus tranquille dans la zone de Zoogné. Voilà. Merci. Nous suivrons donc cette situation avec vous. Merci, professeur José Bernard Yapo. Vous êtes le directeur du Centre ivoirien anti-pollution, SIAPOL. Oui. Merci donc pour tous ces éclaircissements. Et puis, on va suivre donc le dossier. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, le gouvernement ivoirien donc qui se tient aux côtés des populations impactées par cette situation. Et la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, elle aussi multiplie de son côté les actes de solidarité. Miss Belmondo Dogo a rencontré des organisations de la société civile ivoirienne et des ONG internationales. Au menu, la consolidation de la paix et de la cohésion sociale à l'approche de l'année électorale. Michel Mambo.
Salle de conférence, ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, organisation de la société civile, organisation non gouvernementale internationale et autres acteurs sociaux réunis autour de la tutelle. Une rencontre pour jeter les bases d'une franche collaboration, un cadre harmonieux, transparent et inclusif entre parties prenantes. Cette rencontre est importante pour nous. Nous aurons des rencontres régulières, au moins tous les 3 mois, pour faire le point, pour voir si nous allons tous dans la même direction. Parce que c'est sur le même thème que nous allons tous travailler. Il est bon qu'ensemble, nous puissions amener la Côte d'Ivoire vers la paix pour les élections de 2025. Aller à des élections apaisées, ça veut dire que nous avons des populations qui s'entendent, qui ont appris à discuter, à lever leurs difficultés, leurs conflits, avant d'aller arriver à cette étape d'élection. La cohésion se bâtit chaque jour que Dieu fait, et à la fin, s'il y a des échéances électorales, que ce soit juste une étape de la vie, au lieu que ce soit une fin pour certains. Le programme de la cohésion nationale 2024-2025, présenté à l'occasion à ses partenaires de la paix en Côte d'Ivoire, la ministre de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, invite à une action concertée en faveur de la paix. Je vais vous demander aux différentes ONG d'avoir un regard bienveillant sur les zones que nous avons identifiées comme des zones à risque en période électorale, et aussi pour les conflits intercommunautaires. Nous avons décidé de mettre la Chambre des rois et chefs traditionnels en avant pour le jeu des alliances, ramener les chefs de village, chefs de communauté au centre de tout ce qui est paix, de tout ce qui est cohésion, avoir un seul thème pour l'année 2024-2025, travailler dans une synergie d'action avec tous les acteurs qui interviennent dans la cohésion, pour que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire solidaire et avoir un climat de paix, surtout en période électorale. Agir tous ensemble pour le renforcement de la culture démocratique, la prévention et la gestion pacifique des conflits pour une Côte d'Ivoire solidaire et cohésive dans sa diversité. Thème évocateur qui devra conduire les actions à mener sur la période 2024-2025. Et le gouvernement solidaire des familles endeuillées par les inondations à San Pedro, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville, près de 100 familles ont été prises au piège avec la montée des eaux. Selon le dernier bilan, 4 personnes ont trouvé la mort, une personne portée disparue. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a apporté la compassion et le réconfort du gouvernement aux sinistrés, du numéraire à hauteur de 3 600 000 francs CFA, en plus de vivres et de non-vivres qui ont été remis aux différentes familles impactées par les inondations. En politique, les membres de la coordination du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix d'Abobo ont été exhortés à beaucoup plus d'engagement. Kandia Camara, coordonnatrice principale du parti dans la circonscription d'Abobo, a présidé cette première rencontre pour remobiliser en vue donc des enjeux électoraux en vue. Souleymane Donisangou. Première réunion de la coordination du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de la circonscription d'Abobo. En présence de plusieurs membres des structures locales du parti, Kandia Kamisoko Camara situe le contexte de cette rencontre. L'enjeu principal pour le RHDP, c'est de gagner en 2025. Les militants et les militantes d'Abobo ont déjà leur candidat. C'est son Excellence M. Alassane Ouattara. Non seulement nous le désirons comme notre candidat, mais les militants et les militantes d'Abobo mettront tout en œuvre pour que leur candidat, son Excellence M. Alassane Ouattara, gagne dès le premier tour de l'élection présidentielle avec un score sans appel. Pour ce faire, nous devons mieux nous organiser. Nous devons battre le rappel de nos troupes. Nous devons mobiliser tous les militaires et toutes les militantes. Mais nous devons aller au-delà des militaires et des militantes du RHDP. Nous devons mobiliser
toute la population d'Abobo, afin que tous apportent leur voix à notre candidat Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce sont 10 départementaux qui viennent renforcer les rangs de la coordination en vue d'une meilleure structuration du parti. À Doropo, zone nord-est du pays, l'objectif est le même pour la coordination RHDP. Une tournée de mobilisation des militants a été engagée dans plusieurs villages du département. Hermaniamia. Accompagné du maire de Doropo, Siaka Ouattara, et de certains membres du RHDP de la localité, le coordonnateur régional adjoint du RHDP du Bunkani a parcouru plusieurs villages du département de Doropo avec un message clair: préparer les militants pour les défis électoraux à venir. Pour Abdoulaye Lamine Dembélé, c'est maintenant que se prépare l'élection présidentielle de 2025, d'où cette tournée de remobilisation de la base afin qu'elle se tienne prête pour les batailles électorales à venir. Le message que j'ai lancé aux militants, je leur ai parlé de l'état de la nation que le président de la République vient de faire devant le Parlement et les sénateurs réunis. Et nous avons recueilli les différentes doléances et leur dire que nous nous ferons fort de remonter ces différentes doléances-là. En plus de la mobilisation politique, cette tournée a été l'occasion pour Abdoulaye Lamine Dembélé d'appréhender les difficultés rencontrées par la population rurale. Partout où il est passé, les habitants ont exprimé leurs préoccupations, notamment le manque d'eau potable. Conscient de ces enjeux, le coordonnateur régional adjoint du RHDP dans le Bunkani et le maire de Doropo ont promis de s'attaquer à ces problèmes. Cette tournée d'Abdoulaye Lamine s'est achevée à Doropo, où il a parrainé avec à ses côtés le maire Siaka Ouattara la finale du tournoi de la cohésion entre les communautés. Et on parle également de tournoi de football à Diawala dans le nord de la Côte d'Ivoire. Pour la finale de ce tournoi, Téné Birahima Ouattara au stade municipal de la ville dans le département de Ferkessé-Dougou. Le reportage est signé Laure Goretti et Kader Sogodogo. 4e édition du tournoi de football Téné Birahima Ouattara au stade municipal de Diawala, localité située dans la région du Tchologo. Après un mois de compétition, la finale de ce tournoi, même face à face, l'équipe de Djelisso en bleu et celle de Niamalor en violet. Au terme du temps réglementaire, c'est l'équipe de Djelisso qui sort victorieuse sur le score de 1-0. De la joie, on félicite tout le monde, on est très content. Ce qui a fait qu'on a gagné, on a toujours cru, et puis Dieu aussi nous a donné la force. Ce tournoi est placé sous le thème Union des fils et filles de Diawala, notre combat. Le patron de la cérémonie, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, représenté par le député Traoré Drissa, et le président de la cérémonie, le ministre Adama Diawara, cadre de la région, encourage l'initiative du tournoi, gage de cohésion. Le ministre d'État, ministre de la Défense, exhorte l'ensemble des filles et fils du Tchologo à s'unir pour le développement de notre belle région. Il nous invite à briser les murs de la discrimination et du clivage ethnique pour un Tchologo fort et prospère. Le football, au-delà du jeu auquel nous avons assisté, c'est un facteur de cohésion, d'union, de solidarité entre les filles et les fils de Diawala, commune et sous-préfecture, et au-delà pour tout le Tchologo. Donc merci pour cette initiative continuée. Nous serons là, à vos côtés, pour vous accompagner pour les éditions à venir. L'initiative de ce tournoi est à mettre sur le compte de la mutuelle des jeunes de Diawala, une jeunesse unie pour le développement. La compétition a regroupé 30 équipes issues des villages de Diawala. Et la course vers la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025 sera officiellement lancée demain, jeudi 4 juillet. Première phase, le tirage au sort des éliminatoires à Johannesburg, en Afrique du Sud. Championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire figure en tête de liste des nations confirmées pour cette étape. Et puis on termine au Mali, au moins 21 villageois ont été tués dans la région de Bandiagara. Plusieurs personnes sont également portées disparues. Le bilan de l'attaque survenue lundi en fin d'après-midi est attribué au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ngourin. Bonsoir à tous.